Dans la continuité de l'exposé que vient nous faire le professeur Roubia, je vais vous donner le point de vue d'un opérateur de système électrique. Donc RTE est l'opérateur du système électrique français et donc en charge du transport d'électricité, pour expliquer en quoi cette technologie est une promesse pour répondre à un certain nombre de nos enjeux et que donc elle offre un potentiel important à nos yeux et de voir quels sont les services qu'elle peut rendre. Alors ça c'est Alstom, c'est pas RTE. Est-ce qu'il pourrait y avoir quelqu'un ici? Federico, c'est Monsieur Grabet qui commence. Bon. Et il n'y a plus de batterie là-dedans. Désolé. Bien. En attendant d'avoir les transparents, comme ça a été évoqué, une des conditions de réussite de la transition énergétique, qui est un sujet en Europe avec un certain nombre de pays plus ou moins avancés. On connaît bien la situation de l'Allemagne. Elle a été présentée aussi en particulier dans l'exposé précédent. Mais les pays européens ont tous des projets de développement ambitieux de production à base d'énergie renouvelable. La France aussi en particulier, puisque en ce moment est en train de se finaliser un projet de loi qui vise à encadrer la transition énergétique. Donc, alors en quoi, je pense que ce sera peut-être plus clair tout à l'heure avec les transparents, mais l'enjeu de la transition énergétique n'est pas seulement finalement de transporter l'énergie de sites de production qui peuvent être éloignés des sites de consommation. C'est aussi de tirer parti finalement du fait qu'on a un territoire interconnecté à grande échelle au niveau européen pour tirer parti de différents phénomènes et en particulier du fait que tout le monde ne consomme pas au même moment. On est aujourd'hui à Lisbonne, le décalage horaire par rapport à d'autres villes européennes, attesté d'ailleurs par le fait qu'on n'est pas forcément dans le même fuseau, fait qu'il y a des habitudes de consommation et que donc tout le monde ne consomme pas au même moment. Les modalités de production vont aussi être très différentes selon les zones et donc il est important aussi d'avoir une capacité à échanger des blocs d'énergie sur des grandes distances entre différentes zones européennes, puisque avec les sources d'énergie intermittentes, tout le monde ne va pas produire au même moment, on n'a pas partout les mêmes régimes de vent, la course du soleil elle va être décalée aussi suivant les endroits, et les modes de consommation sont différents. Donc il y a un vaste programme de développement des liaisons, des interconnexions au niveau européen à travers un travail qui est animé par l'ensemble des gestionnaires de réseaux européens et leur association qui s'appelle ENSOE, et il y a une vraie volonté européenne de développer ces capacités d'échange à l'échelle de l'ensemble de l'Europe et donc sur des distances qui sont relativement importantes. La supraconductivité, comme cela a été dit précédemment, présente comme avantage finalement d'arriver à transporter cette énergie en utilisant moins d'espace que les solutions plus traditionnelles qui par ailleurs font l'objet d'une opposition de plus en plus forte des riverains et aussi avec des pertes électriques plus faibles. Alors, pourquoi, en tant qu'opérateur de réseau, on est très intéressé par cette innovation? La supraconductivité des solutions de transport d'énergie à base de supraconductivité, ça a aussi été évoqué, il en existe. Nexans n'est pas là aujourd'hui, mais encore récemment a été annoncé le fait qu'une liaison d'1 kilomètre avait été mise en œuvre dans une ville allemande à Essen pour transporter en 10 kV. Alors, la faiblesse de cette solution, comme ça a été dit, c'est qu'elle est basée sur une technologie qui est à la fois très très chère, mais aussi qui a une autre limitation, puisque on arrive à faire fonctionner un conducteur ou un système dans l'état supraconducteur quand on a la combinaison de différentes conditions. La température en est une, mais il y a aussi une autre limite qui est la densité de courant.
Or, la technologie des céramiques, et le fait qu'on fabrique des rubans, fait qu'on n'arrive pas à avoir une très grosse section, finalement, de supraconducteurs, et ça limite, de fait, la puissance que l'on peut transiter avec cette technologie. Or, on a besoin, au niveau européen, plutôt d'avoir des liaisons de forte puissance. C'est vraiment pourquoi, aujourd'hui, on est très intéressé par les développements du MGB2. Pour donner une illustration de ça, aujourd'hui, sur le programme de développement du réseau européen, c'est 23 gigawatts de liaisons, d'interconnexions, qui sont planifiées ou envisagées. Ça, c'est celles qui ne sont même pas encore commencées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs liaisons d'interconnexion à courant continu. On en a une entre la France et l'Espagne. Il y en a d'autres entre la France et l'Italie. Il y en a entre la Belgique et l'Angleterre. Donc, il y en a déjà un certain nombre qui sont démarrés. Les 23 gigawatts de liaisons dont je parle, elles n'ont même pas encore commencé. Celles qui sont juste, pour l'instant, dans les cartons. Donc, ça donne une idée déjà de l'importance. Alors, pourquoi c'est important d'être capable de transporter de l'énergie sur longue distance en Europe? On voit sur cette carte, et on voit que globalement, on a différentes sources possibles d'énergie renouvelable. Les zones du Nord sont plutôt favorables à la production à partir de vent, alors que la partie sud est plutôt favorable à une production à partir de solaire, même si on peut trouver aussi de la production éolienne dans le sud de l'Europe, mais majoritairement, il y a un intérêt quand même économique à développer des sources d'énergie en fonction de ce qu'est leur potentiel lié à la localisation des sources. D'où l'importance de tirer parti de deux choses, ce qu'on appelle le foisonnement. Le foisonnement, c'est quand on va raisonner sur une zone très très large, on va gommer les petites variations qu'on observe à petite échelle. Et c'est l'intérêt des réseaux interconnectés sur des grandes distances. Si je prends par exemple la situation d'une île, prendre une île comme la Réunion, qui est favorable à la production d'énergie solaire, il suffit qu'il y ait un nuage qui passe pour que d'un seul coup, on voit baisser de façon très significative la production. En revanche, quand on raisonne à la maille finalement d'une partie de l'Europe, le fait qu'un nuage passe est complètement gommé par le foisonnement, et ce foisonnement, il n'est rendu possible que si on interconnecte tous les moyens de production et qu'on a la capacité effectivement à partager cette énergie sur une grande échelle. Et c'est un des rôles du réseau de transport. L'autre élément, c'est la mutualisation. La mutualisation, c'est le fait de pouvoir tirer parti de différentes sources énergétiques qui, du coup, ont leurs caractéristiques propres. Donc, la transition énergétique en Europe, elle ne se réussira et elle se fera à moindre coût que si on est capable de faire fonctionner cette mutualisation qu'on peut traduire comme la capacité à tirer parti de la diversité des sources énergétiques et donc de pouvoir mixer différentes solutions entre le solaire, l'éolien, les énergies marines. Elles sont localisées en des différentes zones et donc c'est important d'être capable de partager ces sources sur des grandes distances. Alors, je vais illustrer là justement une idée fausse qui est que, par exemple, pour la production photovoltaïque, on produit localement et finalement on consomme localement. Donc, que globalement, une partie de la production par énergie renouvelable étant très proche des lieux de consommation, au final, on aurait moins besoin d'échanger de l'énergie sur des grandes distances. Qu'est-ce que montre ce diagramme? Il superpose différentes courbes et la courbe que l'on voit avec les petites bosses, ça correspond à la production d'énergie solaire en Allemagne, en Bavière en particulier, où il y a plus de 20 gigawatts de production solaire par panneaux photovoltaïques qui ont été développés, essentiellement sur des toits, sur des parkings et autres. Et les variations de courbes, les diagrammes des couleurs où on voit une fois au-dessus, on passe à 15 000, après on redescend, on change de sens, ce sont les échanges d'énergie entre la France et l'Allemagne. Donc, ce que vise à montrer cette courbe, c'est qu'en fonction de la production de tous les petits panneaux solaires qu'il y a sur les toits en Bavière, ça change complètement les échanges d'énergie électrique entre la France et l'Allemagne, et à plusieurs centaines de kilomètres de l'endroit où sont
les panneaux solaires. Donc, contrairement à une idée reçue, le développement des énergies renouvelables, y compris des énergies renouvelables localisées près des lieux de consommation, pour en tirer parti correctement, il faut être capable d'en faire profiter une large zone et donc d'organiser les échanges entre des grandes distances de différents pays d'Europe. Là, c'est juste aussi pour illustrer, hein, mais je pense qu'à travers la carte qu'on a pu voir tout à l'heure sur le développement du réseau de gaz, c'est que les projets à des horizons 2020 et 2030 de renforcement des axes d'échange entre les différents pays européens font que sur une échelle de 15 ans, le paysage va complètement changer quant au nombre de liaisons qu'il va falloir installer et les capacités qu'il va falloir développer. Donc, il y a un marché potentiel pour la solution de transport d'électricité par supraconductivité basée sur la technologie du MGB2 qui est très importante. Donc, en même temps, le développement de ces réseaux, on les planifie très longtemps à l'avance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès à présent, on fait toutes les études quasi 10 ans avant. C'est-à-dire qu'on décide 10 ans avant de ce qu'on va avoir besoin, puisque après, l'instruction des projets peut être relativement longue. D'où l'importance de poursuivre les recherches qui ont été engagées pour pouvoir rapidement statuer sur le fait qu'on aura à disposition une solution industrielle, d'en avoir défini les coûts, pour pouvoir décider pour 2025-2030 sur quelle solution on va pouvoir planifier le réseau. Et c'est le sens aussi, finalement, de notre engagement, nous, sur un projet comme celui-ci, et le fait qu'on a proposé et on a monté un projet en consortium auprès de la Commission européenne, dont je regrette qu'il patine un petit peu parce que la technocratie bruxelloise a tendance à aller un petit peu moins vite que nous, mais bon, j'ai bon espoir qu'on arrivera quand même à passer cette étape pour du coup aller effectivement vers la construction d'un prototype qui démontre la faisabilité, qui permet de démontrer quels sont les ratios de performance, les coûts, et qu'on puisse insérer ce type de solution dans notre vision du réseau à l'horizon 2025-2030. Une question, les 23 gigawatts programmés, ça représente en ordre de grandeur quel genre d'investissement? Alors, prenons les technologies classiques pour commencer. Alors, ces 23 gigawatts sont basés sur des technologies, donc c'est vraiment que les liaisons en courant continu et associées à des câbles qui sont soit des câbles synthétiques, soit des câbles papier imprégnés d'huile. Globalement, je pense qu'on est à des investissements qui sont dans une fourchette de 50 à 70 milliards d'euros. Alors, pour aller un petit peu plus loin, finalement, sur le potentiel, je me suis mis dans une perspective et si il y avait un développement massif des véhicules électriques. On a un gros problème avec les véhicules électriques quand même, c'est d'être capable de les recharger rapidement. Et donc, si on se pose la question de prendre une autoroute qui partirait par exemple de Paris à Marseille, et de savoir finalement, si on avait des véhicules électriques qui circulent, quelle énergie on aurait besoin d'avoir le long de cet axe pour être capable de recharger ces véhicules électriques. On arrive, suivant un peu les simulations, les ordres de grandeur, ça peut être entre 400 et 600 mégawatts. C'est-à-dire que ça, c'est une ligne 400 000. Donc on pourrait très bien imaginer qu'un autre potentiel de cette technologie, c'est d'essayer de combiner les usages et qu'en suivant les autoroutes, on fasse à la fois finalement avec la liaison Supra qui a cette très grande caractéristique de pouvoir offrir une variation forte dans la capacité de transport d'énergie, c'est-à-dire on peut transporter effectivement dans la même liaison 10 gigawatts à un moment et 2 gigawatts à un autre moment, puisqu'on peut faire varier de façon très très importante le transit dans cette ligne. On pourrait suivre les autoroutes, utiliser le fait que par moment, il faut bien, comme ça avait été présenté précédemment, remettre des stations cryogéniques pour faire un soutirage
et avoir en même temps, finalement, des bornes ou des stations-service qui permettraient de faire les recharges rapides des véhicules électriques et qui permettraient du coup de trouver un usage économique complémentaire en combinant deux fonctions. La fonction de transport d'électricité pour le réseau sur des longues distances et en même temps fournir une source d'alimentation pour des stations-service, puisque on a besoin quand même de quantités d'énergie qui sont relativement importantes si on voulait vraiment faire passer une partie importante du parc électrique, être capable que les gens rechargent leur véhicule le long de l'autoroute. Donc, pour moi, en synthèse, ce projet, il est vraiment passionnant parce qu'il ouvre beaucoup de perspectives. Il y a encore beaucoup de travail avant d'arriver à avoir une solution industrielle, mais toutes les premières étapes qui ont été décrites par le professeur Roubia montrent que là, on a quelque chose qui est plein de promesses et sur lesquelles on est très motivé pour continuer à travailler.